Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction aujourd'hui l'Afghanistan où en 2008, le nombre de soldats étrangers tués dans les combats a dépassé le millier, mais les civils payent aussi un lourd tribut au conflit. Et ce sujet est une préoccupation majeure pour les forces étrangères, encore accusées la semaine dernière de dommages collatéraux. Enjeu politique aussi pour le président Karzai, quelques mois avant les élections présidentielles. Pour comprendre comment cette guerre a fait l'année dernière plus d'1 millier de victimes civiles, nous allons nous rendre dans le sud de l'Afghanistan pour découvrir la vie quotidienne des habitants de cette région, pris entre deux feux, entre les talibans et les forces étrangères. À la rencontre aussi des déplacés installés dans des camps de fortune sans moyens réels d'assistance. Ce sont eux qui pourraient faire pencher la balance lors de ces élections. Survivre dans le sud afghan, voici le reportage de notre correspondante Claire Billet. L'année dernière, le nombre de soldats étrangers tués dans les combats en Afghanistan a dépassé le millier. Mais le pays a aussi connu un autre record dramatique, une augmentation de 40% du nombre de victimes civiles. Les Nations Unies estiment à plus de 2000 le nombre de personnes blessées ou tuées dans les combats entre forces étrangères, afghanes et insurgés talibans. Province de Kandahar, dans le sud afghan. Nous sortons de la capitale, direction le district d'Arkhandab, à une demi-heure de route. Tombé l'année dernière aux mains des talibans, le district a été repris par les forces afghanes et étrangères, mais des combats sporadiques y continuent toujours. Nous avons écrit un poème ici. Martyr, je te félicite. Les anges sont descendus du ciel pour venir te chercher. Ce sont les gens qui ont été tués par des Américains. 3 sont enterrés ici et l'autre est dans un autre cimetière. Les 4 cousins d'Abdul Rahman ont été tués 3 semaines plus tôt pendant une opération menée de nuit dans leur maison. Abdul Rahman nous conduit sur les lieux au milieu de son village natal, Surchalai et Saïfoullah. C'est cette pièce qui a été bombardée et dont le toit s'est effondré sur les hommes. Ça, c'est ce qu'il reste d'un drap. Toute la pièce a brûlé. Le mur vient d'être reconstruit, mais la famille n'a pas assez d'argent pour le toit. 7 personnes vivent ici, il n'y a plus que des femmes et un petit garçon. Les étrangers sont d'une grande cruauté en Afghanistan. Ils détruisent notre pays. Nous étions très contents de l'arrivée des Américains et des étrangers au début. Nous pensions qu'ils allaient reconstruire notre pays. Maintenant, j'ai dit aux Américains que même s'ils veulent aider les gens, ils ne les accepteront plus. C'est impossible. Ils tuent des innocents. Face au jeune orphelin, Abdul Rahman a le sentiment de revivre son passé. À l'époque des Soviétiques, il a perdu 4 frères et 6 fils dans les combats et s'est retrouvé en charge de toute une famille. On n'en peut plus de la guerre. On est épuisés. Les petits, les anciens, tout le monde, on n'en peut plus. Ça va faire 30 ans de guerre, on devient fou. C'était tous des êtres humains. L'armée américaine répond que les 4 hommes étaient des insurgés appartenant à un réseau de fabrication de bombes artisanales, qu'ils auraient été tués après avoir refusé de se rendre et commencé à combattre. L'Afghanistan est le théâtre d'une guerre de communication et de propagande. Difficile de discerner la réalité des faits, les zones de combat dans le sud afghan étant en grande partie inaccessibles aux journalistes et aux organisations humanitaires. Bienvenue à Lashkargah, capitale de la province voisine du Helmand, la plus touchée par la violence des combats. La ville est une des dernières places fortes du gouvernement afghan qui peine à en assurer le contrôle. Il suffit de se rendre à l'entrée de la ville pour le constater.
Cette route se dirige à l'est, vers Kandahar. De l'autre côté du cimetière, ce sont les talibans. Vous voyez là-bas, il y a des arbres. Le gouvernement ne peut pas dépasser cette limite. À partir de là, c'est sous le contrôle des talibans. Si on y va, c'est la guerre. Jusqu'à la fin, c'est leur côté. Les insurgés sont aux portes de Lashkargah. De l'autre côté de ce pont, à l'ouest de la ville, le district de Nadali. Encore accessible il y a 2 ans, il est aujourd'hui considéré comme une zone à haut risque. Les autorités afghanes n'en ont pas le contrôle et les forces britanniques et américaines y combattent presque quotidiennement. Première conséquence, les habitants ont dû fuir la zone par milliers, laissant souvent tous leurs biens derrière eux. Au détour d'une rue d'un quartier, ils s'installent là où ils trouvent encore un peu d'espace ou un toit. Ici, tout un village, arrivé du sud du Helmand, loge ou plutôt squatte dans un marché en cours de construction. Personne ne nous a prévenus. Notre maison a été entièrement détruite et nous n'étions pas propriétaires des terres. Les murs ont été complètement rasés. Ce terrain appartient au gouvernement. Et maintenant, d'autres personnes cultivent du blé sur ce terrain. On ne gagne pas plus d'1,50 €. On travaille toute la journée et on rentre le soir avec 1,50 € ou 2. On achète du pain, nous le mangeons et nous n'avons rien de plus. Ici, ni puits à eau, ni électricité. Une seule préoccupation, nourrir toutes les bouches. Mohamed Ayoub et sa femme ont comme les autres une boutique pour se loger avec leurs 5 enfants. On n'a pas mangé de viande depuis 3 jours. Tu pourrais acheter de la viande pour tout le monde avec 3 €? Tu crois que c'est possible avec 3 € par jour? Le travail de mon mari ne suffit pas. Depuis plusieurs mois, nous ramassons du maïs par terre au marché. Nous le lavons et le revendons. Et pendant la journée, mes enfants vont ramasser des morceaux de plastique. Et on s'en sert comme combustible pour cuire la nourriture. Voilà, les enfants ramassent ces déchets. Ça nous sert à faire du feu. On met du plastique là-dessous et préparons la farine par-dessus. Le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies estime pour 2008 le nombre de personnes déplacées par le conflit à quelque 235 000 dans tout l'Afghanistan. La province du Helmand ne fait pas exception. Lashkargah ne peut pas absorber l'arrivée massive de la population fuyant les zones de combat. Le Helmand est très vaste et il y a un grand nombre de personnes déplacées qui arrivent de toute la province à Lashkargah. Nous ne pouvons pas répondre aux demandes de tous les déplacés. Nous avons aussi parfois des problèmes de transport. Les aides n'arrivent pas. Et ailleurs, nous ne pouvons pas nous y rendre pour évaluer les besoins. Des besoins pourtant critiques, auxquels les autorités afghanes disent ne pas pouvoir répondre. L'accès aux soins notamment est l'une des premières difficultés. C'est tout un parcours pour arriver jusqu'à l'hôpital public de Lashkargah. Ça nous prend 3h30 ou 4 heures pour venir jusqu'ici. Parfois même 5 heures. Tout dépend de la situation sur la route. La mère de Sadikoula a le foie énormément gonflé. Elle a contracté une hépatite. Ici, outre les blessés des combats, il faut aussi soigner les malades, les victimes d'accidents. L'hôpital reçoit quotidiennement des patients venus de toute la province. Il n'y a pas de clinique chez nous. C'est pour ça qu'on est venu ici. On ne peut pas y trouver de vrais médicaments. Il y a des médicaments simples, mais c'est tout ce qu'on peut nous donner sur place. Cette patiente avait des calculs rénaux qu'on vient de lui enlever. Maintenant, c'est fini, tout va bien. Elle va pouvoir repartir dans 2 ou 3 jours. Dans tous ces districts, il y avait de très bonnes cliniques avant. Et elles existent encore. Mais comme la situation y est très mauvaise, qu'il y a des combats, les médecins ne peuvent pas s'y rendre.
Ils ne peuvent pas aller ausculter les patients. Comme je vous le dis, le problème, c'est la guerre. Une guerre que l'on devine, dont tout le monde parle, mais impossible de sortir seul dans les districts voisins de Lashkargah. Direction le camp de Mortar, en périphérie de la ville. À peine 10 minutes de voiture, mais il faut se faire discrètement escorter par la police afghane. Nous entrons dans une zone que se disputent le gouvernement afghan et les insurgés. Il n'y a pas d'état de droit. Les criminels savent qu'ils peuvent y agir en toute impunité. Difficile de savoir combien de personnes vivent dans ce gigantesque camp. Entre 20 et 30 000, d'après les déplacés eux-mêmes. Nous dormons ici. Et j'ai 2 familles ici. 2. Mon fils le plus âgé a 2 ans. Et c'est tout, voilà. Ici, c'est la cuisine. On fait à manger et on dort dans la même pièce. Voilà, on a tous dû quitter nos maisons. Tous, et lui aussi. Il vient de très loin. L'ambiance est tendue dans le camp. Les Afghans ont le sentiment d'être abandonnés par les autorités afghanes. Depuis 3 mois que je suis là, je n'ai vu aucune aide. Aucune. Et lui, ça fait 5 mois qu'il n'a rien vu. Aucune aide, rien. Les officiels et les puissants donnent les aides à leurs proches et à leurs hommes. Il n'y a pas de travail. Quand on va chercher du travail, les gens nous disent qu'on est trop vieux, qu'on ne peut pas travailler. Comme on dit chez nous, qu'on n'a ni pieds ni mains. La colère monte. Ils en veulent autant aux insurgés qu'aux forces afghanes et étrangères. Mais ils bombardent, voilà. Écoutez, on ne peut rien dire aux talibans, ni au gouvernement. Si les talibans viennent combattre à côté de nos maisons, on ne peut pas les en empêcher. Pas plus que les gens du gouvernement. Il y a eu des bombardements dans mon district. À cet endroit, il y a eu tellement de combats que le corps d'un ami est resté 2 jours au sol. Nous n'avons pu l'enterrer qu'à la fin des combats, le 3e jour. Ces hommes n'ont pas pris les armes, n'ont pas choisi leur camp, en tout cas pas encore. Mais le nombre croissant de victimes civiles causées par les bombardements des forces étrangères et le manque d'efficacité des autorités afghanes semblent faire pencher la balance du côté des insurgés. Et les renforts de troupes américaines voulus par Barack Obama n'arrangeront rien. Les Afghans savent que cela signifie une intensification des combats. Un retour à la vie normale qui s'éloigne un peu plus. Et Claire Billet est en duplex de Kaboul, en Afghanistan, avec nous. Bonjour Claire et merci d'être là. Vous le dites dans votre reportage, à la fin, la coalition va se renforcer, à la demande notamment du président américain. Mais est-ce qu'elle n'a pas déjà perdu la guerre sur le terrain avec les populations ? Alors avec les populations, l'objectif des forces étrangères est de gagner, c'est l'expression consacrée, les cœurs et les esprits des Afghans. Effectivement, sur le terrain, ils ont perdu clairement le soutien de la population afghane à cause d'une augmentation du nombre de victimes civiles, à cause d'une extension des combats. Alors ils n'ont pas perdu, les officiels militaires américains notamment disent qu'ils ne gagnent pas, c'est un petit peu différent, mais effectivement les combats ont augmenté depuis 3 ans. Pourtant, l'accueil était bon au départ. Oui, effectivement, au départ, les Afghans ont bien accueilli les forces étrangères et aussi la communauté internationale, les Nations Unies. Ils voulaient que le pays soit reconstruit. Il faut bien comprendre que c'est le 5e pays le plus pauvre au monde, qu'il y a eu presque 30 ans de guerre et que même si les Afghans attendaient beaucoup, ils attendaient peut-être même un peu trop parce qu'on ne peut pas, en 7 ans, reconstruire un pays qui est passé par tant d'années de guerre. Et effectivement, ils ont été beaucoup déçus parce que dans leur quotidien de vie finalement n'a pas tellement changé et ils sont aujourd'hui victimes de cette augmentation des combats.
Alors il ne faut pas blâmer que les forces d'occupation étrangères dans cette situation très dégradée en Afghanistan. Il y a aussi le gouvernement qui est accusé de corruption. Oui, effectivement, c'est un des premiers griefs qu'a la population afghane contre son propre gouvernement, à tous les échelons, c'est ce que disent les Afghans quand on parle avec eux, aussi bien avec les officiels au niveau local qu'avec la police, qu'avec même aussi des membres du gouvernement. Le nom, par exemple, pour vous donner un exemple, le nom du frère du président Hamid Karzai sort régulièrement dans les médias. On dit qu'il pourrait être lié au trafic de drogue, évidemment on n'en a pas la preuve, et il y a aussi toute cette question justement de l'argent qui arrive avec la production et le trafic du pavot. Je vous rappelle que l'Afghanistan reste le premier producteur de pavot au monde. Et cette arrivée, les Nations Unies estiment l'année dernière que cet argent représente quelques 4 milliards de dollars. C'est plus de la moitié du produit intérieur brut de l'Afghanistan. Voilà, le pavot avec lequel on fait l'héroïne. Merci beaucoup Claire Billet, vous étiez en duplex avec nous de Kaboul. C'est la fin de ce magazine que vous pouvez retrouver sur Internet ou podcaster sur iTunes notamment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter.